Donc nous revoici pour la formation et on va commencer par l'antenne de l'Escher, sa provenance, son origine, pourquoi elle est si utilisée dans le monde de la géobiologie. Eh bien la réponse est que l'antenne de l'Escher est un outil scientifique. L'antenne, il y en a de plusieurs types, des plus ou moins de bonne qualité. Celle-ci reste intéressante. C'est l'antenne créée par Reinhard Schneider, l'école géobiologique allemande. C'est la H1, il y a plusieurs modèles, je crois qu'on est à la H3 aujourd'hui. C'est l'antenne la plus scientifique. D'autres types d'antennes. Le plus important dans l'antenne est que les fils se touchent à l'intérieur de l'antenne. Donc le principe de l'antenne, c'est que nous sommes l'antenne et l'antenne est le tuner. Je reprends l'exemple comme le canal cosmotellurique 101.5. Je règle ce que je souhaite détecter et le corps humain permet d'amplifier le signal, il va capter l'énergie et il va aussi avoir une fonction de filtre, c'est-à-dire que le bruit de fond environnant de toutes les ondes électromagnétiques va être diffusé, voire même arrêté pour n'être capté que par ce que nous recherchons avec l'antenne. Et qui a inventé cette antenne? Eh bien, c'est ce personnage ici, donc cet Allemand scientifique et aussi géobiologue, qui s'est inspiré des travaux de Ernst Lecher, qui, grâce à lui, nous connaissons la longueur d'onde de tout ce qui est électromagnétique. Et lui, c'est Ernst Hartmann qui a été le professeur de Reinhard Schneider. Et Ernst Hartmann est le découvreur du réseau Hartmann, qui, ne l'oublions pas, est un docteur, un médecin qui a œuvré longtemps dans des hôpitaux. Alors, le fonctionnement serait donc une onde incidente, une onde qui monte dans les branches, celle-ci. Donc, je sélectionne ce que je recherche, je me positionne. Une onde émise par l'eau, on va dire, part du sol. Je rentre donc dans son champ électromagnétique. Moi, je suis réglé sur l'onde que je recherche. Deux ondes identiques entrent en relation par les brins de l'antenne. Cela crée une onde incidente qui monte dans les fils de l'Escher et va créer une onde descendante. Et l'une et l'autre qui se rencontrent, donc une qui monte, une qui descend, va créer une onde dite stationnaire. Et cette onde stationnaire, dans ces deux brins, va créer un courant électrique que l'on appelle un courant de Foucault. C'est un mouvement des électrons dans ces deux brins-là. Quand il y a un mouvement d'électrons, donc un courant électrique, dans un champ électrique et magnétique, on est sous l'influence d'une loi universelle qu'on appelle la loi de Laplace. La loi de Laplace, donc un conducteur électrique qui rentre dans un champ magnétique exerce une force de Laplace. La force de Laplace, c'est le mouvement de l'antenne vers le bas. C'est pour cela que nous disons que l'antenne de l'Escher est un outil scientifique.
Alors, on peut débattre de ce que je viens de vous énoncer. Certains géobiologues vous diront que ce que je viens de raconter, c'est pas tout à fait vrai, en fait ça fonctionne comme ça, Franck dit n'importe quoi. Alors, c'est le fonctionnement grosso modo de l'antenne. Paraîtrait-il que la seule antenne scientifique sur le marché, c'est la H1 ou la H3 aujourd'hui. Car celle-ci est faite avec des matériaux bien spécifiques qui fait que quand on la positionne précisément sur une onde, une longueur d'onde qui est en lien avec une autre longueur d'onde que nous recherchons au sol, il y a une résonance qui crée, comme je vous ai dit, l'incidence et le réfléchi. Donc ça veut dire que qu'on soit canal ou pas canal, que l'on soit, parce que de toute façon nous sommes électriques, donc l'électricité de notre corps suffit à faire fonctionner cette antenne. Que l'on donne une convention à notre recherche, je recherche de l'eau. En fait, avec la H3, eh bien, ça fonctionne. Donc je me mets sur 7,8, 7,8 étant la différence de potentiel électrique au bord d'un cours d'eau. Avec la H3, j'ai même pas besoin de me mettre dans une posture quelconque. De toute façon, elle va chuter. C'est un instrument scientifique au même titre qu'un détecteur d'ondes hyper fréquences ou champ magnétique. Toutes les autres antennes, en fait, fonctionnent quand même beaucoup avec la convention mentale, c'est-à-dire en radiesthésie. Quoi qu'on vous dise, ce n'est pas véritablement un instrument scientifique. Par contre, c'est vrai que c'est plus facile de détecter avec l'antenne de l'échelle qu'avec d'autres éléments, d'autres outils. Donc je vous invite en effet à commencer la géobiologie avec ce type d'outils. La H1, la H2, la H3, pourquoi pas commencer? D'ailleurs, elle ne se tient pas du tout de cette manière-là. Elle se tient à deux doigts. Elle se tient comme ça ou comme ça. Juste comme ça, à deux doigts. Et donc, on voit bien que l'électricité de notre corps suffit juste à la connexion. Lorsque nous, on a besoin de ça. Pourquoi ça? Parce que là, on a plus de contact ici. Et là, on a vraiment un écho beaucoup plus facile. Hein, on est amplificateur. Avec la H1, juste ça suffit. Mais elle coûte cher, très cher. Hein, plusieurs centaines d'euros, 300, 400, 500 euros. Donc, personnellement, je ne l'ai pas testé. Si quelqu'un en a une et qui souhaite me l'envoyer ou venir à la formation, ce sera avec grand plaisir de la tester sans convention mentale, sans radiesthésie et vérifier si elle est réellement, totalement scientifique. Pour autant, ça n'enlève en rien, bien sûr, les qualités d'un géobiologue, hein, puisque, en fait, nous avons tout à l'intérieur de nous, nous sommes reliés à la source, nous sommes reliés à ce champ de conscience unifié, et c'est lui qui nous apporte toutes les réponses. Donc une fois que l'on sait que l'antenne de l'échelle n'est pas si scientifique que ça, on va aborder un autre sujet tout autant discutable. Vous avez envie de vous connecter au champ universel de conscience? Eh bien, suivez le lien ci-dessous. Il y a le programme, le bulletin d'inscription. En quelques clics, vous êtes inscrit. Si vous êtes sceptique, si vous pensez avoir aucun ressenti, eh bien cette formation est faite pour vous. Tous les élèves qui ont expérimenté la géobiologie du Verseau ont réussi à sentir en quelques jours le lien avec le monde invisible. Alors pourquoi pas vous? Pour autant, ça n'enlève en rien, bien sûr, les qualités d'un géobiologue, hein, puisque, en fait, nous avons tout à l'intérieur de nous, nous sommes reliés à la source, nous sommes reliés à ce champ de conscience unifié et c'est lui qui nous apporte toutes les réponses. Donc une fois que l'on sait que l'antenne de l'échelle n'est pas si scientifique que ça, on va aborder un autre sujet tout autant discutable, les géobiologues en France. On a plusieurs courants. On a le courant de Alain Deluzan.
qui est donc la formation que j'ai reçue et dans laquelle j'ai pu œuvrer pendant plusieurs années, qui est une formation scientifique pour devenir géobiologue professionnel, avec des expertises, des plans au 1/20e, c'est bien carré. Et dans cette formation, on apprend que c'est un outil scientifique. Bon, bah non. Non, ça n'en est pas. On a les formations allemandes. Donc là, c'est Joseph Birkner, qui lui aussi a un côté très scientifique dans l'approche de la géobiologie. C'est tout à leur honneur, car c'est vrai que la géobiologie, elle est plutôt rabaissée en tant que pseudo-science, elle est écrasée, humiliée, etc. Donc, en effet, c'est intéressant d'avoir des professeurs de cette qualité. Alain Deluzan est ingénieur. Joseph Birkner, je ne m'aventurerai pas, je ne dirai pas son métier d'origine. Je ne le connais pas. En tout cas, merci de leur contribution pour redonner des lettres de noblesse à la géobiologie. Il y a bien sûr d'autres courants comme Georges Pratt qui est décédé, qui lui a beaucoup fonctionné au pendule et qui a créé un lien entre réseau et métal. Donc le réseau or, le réseau argent, le réseau bronze, et il a beaucoup œuvré aussi pour tous ces lieux sacrés, ces lieux de culte qu'il y a à travers le monde. Une approche aussi toute différente de la géobiologie. Il y a Stéphane Cardino, qui est en Suisse, qui a énormément contribué pour la géobiologie. Il œuvre beaucoup avec les mains. Jan Lipnik a été un de ses élèves. Ils ont eu une divergence. Donc maintenant, il y a deux branches de ce style de géobiologie, qui est une géobiologie plutôt naturelle, animiste, où on va se servir des mains comme outil de détection et qui apporte aussi plein de plaisir à la géobiologie. André Breton se sert un peu de ce style de géobiologie d'ailleurs dans ses formations. Mais voilà, dans toutes ces approches, en fait, ce qui m'a animé, c'est d'essayer de regrouper. Bien sûr, j'ai pour cela été obligé de voir les différences qu'il y avait, et je me suis aperçu qu'il y avait quand même des points communs que l'on peut énumérer. Voilà, derrière moi, ici, vous pourrez les lire dans le livre de la formation. Je passe sur ce point assez rapidement. En tout cas, heureusement, on est tous d'accord par exemple pour les failles, qui sont des rayonnements ionisants et qui arrachent de la matière. On est tous d'accord sur le cours d'eau qui est néfaste pour la santé. On est tous d'accord que le réseau Curie existe, que le réseau Hartmann existe. On a certaines différences sur, par exemple, les doubles murs qu'il peut y avoir sur le réseau Hartmann ou les réseaux Curie. Mais la plus grande divergence, finalement, c'est sur la polarité. Les réseaux, en effet, sont polarisés. Ils sont polarisés parce que tout est polarisé sur la Terre. On a un champ électromagnétique avec donc un plus et un moins. Je rappelle ici que le pôle nord, là-haut, magnétique bien sûr, est magnétisé moins, négatif, et que le pôle sud magnétique est magnétisé positif. La boussole, elle, indique le nord parce que l'aiguille du nord est aimantée négative et elle est attirée par le positif. Pareil, l'aiguille du sud est aimantée négative et attire le positif. C'est de cette façon que cela fonctionne. À partir de là, il y a eu beaucoup de divergences.
Le réseau Curie, par exemple, il est magnétisé, moins et plus. Grâce à la tige de polarité que je vous présenterai dans une autre vidéo, eh bien, nous allons capter uniquement la partie positive ou négative du réseau Curie. À partir de là, donc, quand je rentre dans un mur Curie avec ma tige de polarité, je détecte le positif ou je détecte le négatif. Mais beaucoup de géobiologues considèrent que des réseaux Curie sont positifs pour la santé et des réseaux Curie sont négatifs pour la santé. Idem pour le Hartmann et pour tous les autres réseaux. Il y a en effet, dans la constituante naturelle des uns et des autres, une charge positive et une charge négative. Mais n'est-ce pas là le commencement de la dualité? Qui a dit que plus c'était chouette et que moins c'était bof? Rappelons ici que on a décidé, un homme a décidé que le pôle Nord c'était positif, négatif, attiré en tout cas par le positif, donc négatif, c'est Benjamin Franklin qui, totalement arbitrairement, en voyant que les électrons bougeaient d'une manière ou d'une autre selon si on était plus dans le pôle Nord que le pôle Sud, eh bien il s'est dit, si les électrons sont attirés là, tiens, je vais appeler ça négatif, et puis quand ils ne sont pas attirés, mais répulsés, je vais appeler ça positif. C'est tout. Voilà, ça ne va pas plus loin. Et finalement, si c'était le contraire. Si finalement, quand Yann Lipnik nous explique que tel réseau a 2 murs positifs, plus, un mur négatif, un seul moins, et si c'était le contraire? Alors, je préfère vous dire, dans le doute, comme il y a plein de types de géobiologie, eh bien, évitez tout simplement le Curie, évitez le Hartmann. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une partie qui est négative, mais pas tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une partie positive. Alors, dans le doute, eh bien, on ne va pas dormir au-dessus d'un mur Curie, un croisement de mur Curie, mais on va dormir à côté. Et là, on commence à un peu unifier tout le monde. Mais comme je vous disais, la polarité a commencé à créer quand même beaucoup de problèmes dans la manière d'appréhender la géobiologie. Et c'est dans tous les objets de réharmonisation que ça commence à être du grand n'importe quoi. Des objets de réharmonisation, il y en a plein. Le menhir que l'on vient apporter sur un terrain en lui envoyant une énergie de réharmonisation. On lui envoie des prières, on lui envoie une énergie spécifique et grâce à ça, le menhir, magnifique, il a nettoyé toute la maison. Bien sûr, il faut que le menhir soit à un endroit spécifique, sur tel réseau ou pas tel réseau, etc. Les médaillons, il y en a plein. En ce moment, on parle beaucoup des ondes scalaires, ce sont des médaillons éternels qui vont vous protéger de tout. On a bien sûr les symboles type fleur de vie, on a les médaillons de Nassim Haramein, on a, voilà, ça aussi c'est Nassim Haramein, ici, tac. Encore un symbole que nous connaissons tous en géobiologie, le sceau de Salomon. On a bien sûr les objets de réharmonisation en céramique. On a des objets que l'on branche sur les prises électriques qui créent une onde de forme incroyable. Il n'y a plus aucun problème quand on a ça dans la maison. J'en passe et des meilleurs. Et oui, bien sûr, ce symbole que je vois trop souvent sur les téléphones. Ce genre de symbole aussi, bien sûr, sur les téléphones, contre les ondes électromagnétiques d'hyperfréquence. Bien sûr, toutes les pierres qui ont des pouvoirs, des vertus de protection. N'oubliez pas l'essentiel.
Le mouvement, c'est la vie. Rien n'est figé. Si l'on vous dit que grâce, par exemple, à ces objets de réharmonisation, là, vous allez être protégé. Ok, très bien. Protégé combien de temps? Quelle est aussi la sphère de protection? Car tout se charge. Même la pierre, comme celle-ci. Laissez-moi en commentaire quel est ce type de pierre, par exemple. Elle se charge. Très lentement, en effet, mais elle se charge. On a ces objets de réharmonisation. Toc. Est-ce qu'ils sont efficaces ou pas? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de ne pas juger. C'est d'être toujours connecté, centré, ancré. Et avec l'outil qui vous conviendra, de poser 2 questions. 3, pardon. Oups, 3. Est-ce que c'est fait pour moi? Combien de temps sa protection dure? Et quel est son champ d'action, sa sphère d'action? Si déjà celui qui vous vend cet objet n'est pas capable de répondre à ces questions, passez votre chemin. Si celui qui vous dit que c'est éternel, que ça se recharge et que ça se nettoie naturellement, passez votre chemin. Le mouvement, c'est la vie. Tout bouge. Ce qui reste immobile, figé, c'est la mort. Ça ne peut pas, et encore même la mort est une énergie, donc on pourrait philosopher dessus. Bref, reprenez votre pouvoir. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous savez inconsciemment, subtilement, le champ unifié de conscience, c'est pour vous ce qui est bon ou pas. J'ai des élèves qui achètent des objets de réharmonisation. Celui-ci, celui-ci, même celui-ci. Pourquoi ils l'ont acheté? Bien, peut-être que le but était justement de se faire arnaquer, de comprendre qu'ils n'ont pas besoin de donner le pouvoir de protection à quelqu'un d'autre ou à un objet, mais de s'apercevoir qu'ils ont toutes les capacités en eux de se protéger, si bien sûr il y a protection à vivre. Et puis petit à petit, au fur et à mesure du chemin que je vous propose dans la formation, eh bien c'est de vous séparer de tous ces objets-là et de revenir à des choses assez simples en premier lieu. On a ici le sceau de Salomon, c'est une feuille de papier, et ici on a la fleur de vie. 2 symboles dont on pourrait parler aussi concernant la fleur de vie en 3 dimensions, qui peut représenter la Merkaba qu'on peut représenter aussi ici en 3 dimensions, mais aussi on pourrait parler de la constitution du vide dans l'univers. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. La fleur de vie n'est pas un symbole millénaire pour rien. En tout cas, vous testez quel est son champ d'action. A7-4, par exemple, avec l'antenne de l'échelle, mais aussi, pourquoi pas, avec le pendule. Indique-moi ton champ d'action, et quand je sors de ton champ d'action, tu me dis stop, tout simplement. Donc, ne laissez pas quelqu'un vous dire ce qui est juste pour vous. Testez et revenez à de la simplicité. La vie est simple. Quand on vous dit « oh là là, c'est compliqué », c'est qu'il y a l'ego derrière. Si on vous dit tu sais, c'est hyper complexe, la manière dont j'ai créé ça, tu comprends, il a fallu que je sorte la lune du 30e jour parce qu'il fallait que je sois en connexion avec les éléments du feu. Ouf, cool. En effet, ça peut être un chemin. Mais la simplicité, c'est souvent le meilleur chemin pour nous tous. On va faire une petite pause et je reviens après pour la prochaine vidéo.
Donc je reviens sur tous ces objets de réharmonisation. Fake or not to fake, plus important, c'est de tester. Mais n'oublions pas quand même une chose, parce que là je jette le discrédit sur finalement la géobiologie, le fait est que personne n'est d'accord sur les objets de réharmonisation ou sur les réseaux, donc on va revenir aux bases.